Bon. Bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement, on avait pensé, étant donné qu'on a eu, depuis qu'on a lancé les bulletins de souscription donc, et l'information sur le site, on a eu quelques retours qui étaient des questions. Donc il nous a semblé opportun de faire une petite visio qui va permettre effectivement non seulement de présenter vraiment le kit, hein, comme ça vous allez pouvoir voir réellement de quoi il est composé et ce que vous aurez dans les mains si vous décidez de l'acquérir, de vous expliquer comment il fonctionne, avec quelques données un peu plus énergétiques, entre guillemets, des possibilités d'installation aussi. Et ensuite, on passera ce focus sur la production et le focus financier aussi et les supports. Il y aura une session, petite session de questions-réponses. Donc, ça ne devrait pas durer non plus trop longtemps pour que vous ayez encore un bon bout de soirée derrière. Mais donc c'est l'occasion. Et donc comme Vincent l'a notifié au début, donc cette séance de visio est enregistrée. On a pris cette option-là pour simplement pouvoir la mettre. Donc celles et ceux qui ne souhaitent pas que leur image apparaisse, effectivement, ils peuvent couper leur caméra. C'est simplement pour que la visio puisse servir à des personnes qui n'ont pas pu se connecter ce soir. Et du coup, qu'ils puissent avoir les mêmes niveaux d'infos. Alors, ils ne pourront pas poser les questions en direct, mais on reste toujours de toute façon disponible pour répondre aux questions ponctuellement, soit par mail, soit par téléphone. Il n'y a aucun souci. Donc, je vais commencer la présentation. Donc, je vais partager mon écran. Alors, voilà. Est-ce que vous voyez mon écran partagé? Oui, Michel, c'est bon. Oui, c'est bon. Alors, je vais passer donc hop, à partir du début. Voilà. Donc ici, vous avez une vision. Donc en fait, il y a deux prototypes qui tournent parce qu'ils ont permis de faire des mesures diverses et variées et de voir un peu l'adéquation de ce système de panneaux plug and play par rapport à la consommation réelle d'un habitat. Donc ici, vous avez une photo effectivement d'un panneau qui est déposé simplement sur une terrasse, plus ou moins 30 degrés d'inclinaison, et donc où il y a un câble qui relie le micro-onduleur qui est situé à l'arrière et qui va se mettre donc dans une prise extérieure, qui est une prise connectée. Donc, c'est-à-dire que cette prise, via une petite application, vous permet de connaître en temps réel le nombre de watts qui est produit par le panneau solaire en permanence, et il enregistre ces données au niveau jour et au niveau semaine, au niveau mois. Donc, vous pouvez suivre un peu la production du panneau. Ça vous permet aussi, en comparant ces données-là avec les données de votre Linky, si vous relevez, si vous avez le suivi de vos données Linky en compteur horaire, de pouvoir un peu comparer les temps de production et les temps de consommation, au moins au début. Donc, la petite présentation du kit, focus sur la production, focus financier, support du panneau, tous les supports possibles, et une session de questions-réponses. Donc voilà, donc acheter un kit solaire photovoltaïque en plug and play, quelque part, c'est acheter à peu près 10 600 kWh. C'est-à-dire que le panneau va produire 425 kWh, comme on verra juste après. Ça, c'est des estimations qui sont faites par des logiciels dont il y a PVGIS, entre autres, qui est le logiciel européen qui permet de calculer ça en fonction de l'endroit. Donc là, il est calculé pour la ville de Rennes. Donc voilà, tous ceux qui sont dans les alentours, on est sur les mêmes données. Ce qui fait, du coup, vu le coût de la solution que l'on propose ici, un kilowattheure à 4 centimes d'euros. Donc pour info, pour celles et ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui, si vous êtes chez l'opérateur historique vous êtes au tarif plutôt de 18 centimes, 18,4 centimes. Et si vous êtes chez d'autres opérateurs, les tarifs varient un peu en fonction du type d'opérateur. En sachant que ça, c'est le tarif d'aujourd'hui et que vous êtes conscient aujourd'hui qu'il est amené à très fortement augmenter de par la crise énergétique qu'on subit pour l'instant. Donc on a très peu de vision finalement sur la volatilité de ces prix-là dans le futur. Au moins, ces 10 600 kWh que vous achetez en achetant cette solution-là, vous êtes sûr qu'ils resteront à 4 centimes. Alors je parle, c'est sur une durée de 25 ans parce que le panneau qui est repris dans le kit, c'est exactement ce modèle-ci. Donc c'est un modèle de 375 watts crête
Et je parlais de 25 ans parce que c'est un panneau et son micro-onduleur donc, qui est à l'arrière du panneau. Les deux solutions, enfin les deux parties sont garanties 25 ans. Donc le micro-onduleur, c'est le petit appareil que vous avez, que j'ai mis là à gauche sur l'écran, mais c'est en fait, il est fixé à l'arrière du panneau et c'est de là qu'une prise part et va simplement se brancher sur une prise tout à fait classique de votre habitation, quelle qu'elle soit. Soit vous en avez déjà une et vous y montez la prise connectée qui est vendue avec le kit, soit vous n'en avez pas et par contre il faut en faire installer une extérieure, ou si certaines personnes ont la possibilité, ont un appentis par exemple dans lequel il y a l'électricité, on peut rentrer un câble dans l'appentis et le brancher directement. Donc c'est toute prise de courant de votre, qui est sur votre réseau interne de votre domicile, donc où ça peut rentrer. Donc c'est vraiment le modèle de panneau, celui-là qui est dans le kit. Donc le panneau fait 1,75 m de haut sur à peu près 1 mètre de large. Donc ça c'est la dimension standard de tous les panneaux solaires photovoltaïques qu'on voit un peu partout sur les toitures. C'est vraiment une dimension aujourd'hui standard de panneau. La prise connectée, donc c'est ce modèle-là. Donc c'est une prise extérieure donc qui est aux normes, hein, les aux normes d'étanchéité effectivement nécessaires pour ne pas donc IP55 pour ne pas avoir des problèmes effectivement de court-circuit et de prise d'eau. Donc elle peut être connectée du coup en Wi-Fi ou en Bluetooth pour être connectée à la petite application qui vous permet de suivre cette production. Cette prise, ça vous permet aussi éventuellement, mais ici dans le cadre des panneaux solaires, ça n'a pas grand intérêt, de pouvoir la couper, l'allumer ou l'éteindre de n'importe où vous êtes avec votre téléphone. Mais dans le cadre de cette solution du pack photovoltaïque, ça n'a pas grand intérêt. Donc les estimations de production qui ont été faites dans le cadre de nos calculs ont été faites donc avec deux outils. Alors il y en a un qui est un logiciel AutoCalSol, qui est un logiciel qui est édité par, qui est une plateforme en ligne, qui est édité par l'Institut national de l'énergie solaire, donc qui est un regroupement en fait à la fois de laboratoires de recherche, de fabricants. Il y a également en fait des données qui sont reprises depuis l'ADEME, Enedis et RTE, qui sont intégrées dans ce système de l'INES. Et l'autre logiciel, c'est PVGIS, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc c'est le Photovoltaic Geographical Information System, qui est un système donc, qui a été mis en place par la communauté européenne. Ils sont accessibles. Enfin, AutoCalSol, il est payant. Vous ne pouvez pas le faire tourner sans prendre un abonnement. Par contre, PVJ, c'est totalement gratuit. Il ne faut pas hésiter à aller voir, vous tapez PVJ et vous pouvez le faire. Les deux systèmes donnent des données très, très similaires de toute façon. Donc, ces données, ici, vous avez sur le dessus le résultat de PVJ, sur le dessous le résultat d'AutoCalSol. Donc, on voit qu'avec PVJ, l'estimation de production en kilowattheure, donc pour ce panneau-là, sur une année à Rennes est de 432 kWh. Pour AutoCalSol, on est à 428 kWh. Donc on est tout à fait très très proche à 4 kWh près. On est très très proche. Donc dans le reste des calculs, on a pris la valeur la plus faible. J'ai toujours tendance à prendre la valeur la plus faible pour avoir la plus grande marge de sécurité finalement. Et là, on a la répartition de cette production qui va se faire donc mois par mois. Le nombre de kilowattheures qui va être produit par ce panneau mois par mois. Et ici, avec encore plus de détails, c'est une simulation, donc puisqu'on peut le retirer jour par jour, du coup, c'est la simulation de production de ce panneau-là à Rennes qui est faite par PVGIS. Vous pouvez refaire la même simulation vous-même hein, si ça vous intéresse d'aller la faire et de récupérer les données. Ça vous donne, de toute façon, on a le même type de courbe, hein, mais ça montre effectivement qu'il peut y avoir des variations qui sont dues à la météo. Hein. C'est sûr qu'aujourd'hui, par exemple, le panneau, la semaine dernière, le panneau qui est un prototype chez moi a très très bien produit. Aujourd'hui, c'était beaucoup plus limité, évidemment, en production en nombre de kilowattheures. Si on reprend un graphique de production et de consommation. Alors la consommation, je suis parti de la consommation moyenne en électricité d'un foyer français, hors chauffage électrique. Aujourd'hui, elle est estimée par l'ADEME et Enedis à plus ou moins 3500 kWh. Ça, c'est ce que consomme un foyer en moyenne en France. Donc ça, c'est la courbe que vous avez là en bleu, où on voit que la consommation est supérieure en hiver et inférieure en été. Et en jaune, vous avez la production donc, du panneau
qui se trouve dans le kit. C'est pour vous montrer un peu ce que le panneau va produire par rapport à la consommation moyenne. Aujourd'hui, vous n'êtes sans doute pas à 3500 jus, vous êtes un peu en dessous, vous êtes un peu au-dessus, mais c'est pour vous montrer à peu près ce que ça représente en consommation moyenne. Si on le fait à un pas de temps beaucoup plus précis, voilà la courbe que ça donne. Donc encore une fois, c'est sur toute l'année. En bleu, vous avez donc la consommation de la maison, qui est une suite de sinusoïdales, parce que ça varie énormément tout au long de la journée. Les consommations ne sont pas du tout les mêmes le matin, à midi, le soir et la nuit. Et on a cette même variation, donc là qui est une variation estimée sur plusieurs années de la production. C'est pour vous montrer où se situe, encore une fois, la production d'un panneau, comme ça, par rapport à votre consommation. Il faut faire attention donc à l'échelle. Vous voyez bien que sur l'échelle là, on a ce qu'on appelle donc le talon de consommation. On va revenir dedans, on va revenir sur cette notion de talon juste après. On a un talon qui représente entre 250 300 watts de talon. Donc c'est-à-dire ça, c'est la consommation que vous aurez en permanence, quoi qu'il arrive. Et cette consommation, elle est due à plusieurs choses. Elle est due non seulement à tous vos appareils électroniques qui ne sont pas coupés entre eux pendant la journée, parce qu'évidemment, ce qui nous intéresse, c'est quand le panneau produit, c'est bien pendant la journée qu'il produit, et il produit un maximum en été, parce que le panneau solaire, c'est ce qu'il va faire. La nuit, il ne produit pas. En journée, vous avez très souvent une box allumée, vous avez des veilles d'appareils électroniques, un ordinateur, vous travaillez avec votre ordinateur portable ou une tour, un ordinateur tour. Vous avez toutes les veilles aussi, vous pouvez avoir les frigos, les congélateurs, enfin c'est tous ces appareils en fait. C'est l'accumulation de tous ces watts. Alors c'est 30 watts ici, c'est 40 watts là, c'est 30 watts là, c'est 10 watts là. C'est l'accumulation de tous ces watts là montre à peu près qu'en moyenne, au niveau français, je vais revenir là-dessus après, on a un talon de consommation qui se situe entre 280 et 320 watts. Ça, on est tous à peu près à ce niveau-là de talon de consommation. Alors évidemment, il y a des personnes qui arrivent à réduire ce talon-là, soit parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'appareils en veille, ils n'ont pas de box, ils ont un minimum, ils coupent leur veille en permanence tout le temps, même pendant la journée, ils n'allument en fait que quand ils allument la télé. Ce qui se passe souvent, c'est que les veilles, on les coupe le soir quand on va se coucher, voir la box, et on la rallume le matin. Donc elle va bien être comptabilisée dans le talon de consommation de la journée au moment où le panneau produit. Ici, vous avez une courbe en fait qui est mon domicile, où j'ai équipé moi d'un système domotique qui me permet de suivre les consommations. Vous voyez un peu, donc je me suis amusé à regarder un peu. Donc vous voyez, cuisson compote, là c'est parce que j'ai utilisé ma plaque électrique. Ensuite, il y a la chaudière qui s'est mise en route, le lave-vaisselle, voilà, il a fait 2 pics. Et on voit ce qu'on appelle la courbe de charge, le séchoir, un séchoir, qui lui fait plusieurs, parce qu'en fait il passe par plusieurs systèmes de chauffe. Donc chaque fois il y a un appel de puissance. Et on voit que j'ai un talon de consommation donc qui se situe à peu près à 300 watts minimum. Et là, là on n'est pas sur une période d'un an, là on est sur une période de quelques jours au mois d'octobre l'année dernière. C'est pour vous montrer plutôt le niveau. Et à côté, là en haut à droite, je vous ai mis l'histogramme de mes consommations réelles. Ça, c'est ma facture d'électricité. Voilà, en octobre 2021, pourtant, je n'avais pas consommé énormément. J'ai consommé 141 kWh sur le mois. Voilà, donc malgré qu'on peut avoir une consommation assez limitée finalement par mois, on a quand même toujours ce talon de consommation qui reste et qu'il est difficile qu'il est quasi impossible d'annuler totalement. Par contre, on peut et on doit travailler dessus pour essayer de le diminuer malgré tout. Excuse-moi. Oui. Juste une petite question. Comment tu as obtenu tous ces graphes? Tu as quel système pour juste ou après de la réunion peut-être parce que c'est en dehors. J'expliquerai après si Merci. ça t'intéresse. Merci. Donc ici, c'est les mêmes données, mais qui sont repris sur des périodes d'été. Donc on a la période de juillet et août, et on a une période d'hiver. Donc on voit qu'en juillet et août, les panneaux solaires vont produire plus. Donc on voit qu'effectivement, on va couvrir plus de notre consommation, puisque la courbe jaune va monter vraiment beaucoup plus haut. Par contre, en hiver, beaucoup moins. D'abord, en hiver, on a une consommation en électricité qui est supérieure. On va avoir une production photovoltaïque qui va être inférieure. Donc, c'est juste ça pour souligner les variations, effectivement, qui se déroulent tout au long de l'année.
Un panneau comme ça, donc un panneau de 375 watts crête orienté à 30 degrés. Ici, j'ai pris une orientation moyenne de 30 degrés. On va arriver à un taux d'autoproduction de 12,2%. C'est-à-dire qu'en fait, sur votre facture globale d'électricité, 12,2% vont être produits par ce panneau. Donc, vous voyez que c'est loin d'être négligeable malgré tout. C'est pas anodin, c'est pas anecdotique, pardon. Et donc, le reste, 87,8%, c'est de l'électricité que vous continuerez à acheter à votre fournisseur habituel. Donc là, on l'a vu. Ici, c'est un autre essai que j'ai fait toujours avec le même système où on voit, j'ai mis en route le panneau solaire. Vous voyez, au moment où j'ai mis en route le panneau solaire, il y a eu un écroulement. Je suis arrivé à quasi zéro de consommation à ce moment-là. Il y a eu un ombrage du panneau qui s'est passé, parce qu'il y a eu un peu des nuages qui sont passés, et on voit tout de suite qu'il y a des variations. Et puis après, j'ai recoupé le panneau à 16h20. Là, j'ai recoupé le panneau, et ça montre vraiment bien en fait que quand le panneau est en fonction, vous avez effectivement cette consommation. Dans le talon, j'étais à peu près à 300, un petit peu plus de 300 au début. Cette consommation est totalement prise en charge en fait par la production du panneau. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous aurez le panneau et la prise connectée, donc la prise connectée va vous donner le nombre de watts en temps réel. Donc, si vous-même vous astreignez à le prendre par exemple toutes les minutes, vous allez avoir tous les watts toutes les minutes. Il faut savoir que Linky, son pas de relevé de mesure est de 30 minutes. Donc, il peut y avoir un écart entre le pas de relevé Linky et le pas de relevé réel, si vous le faisiez toutes les minutes. Et moi, je l'ai fait, parce que comme je suis équipé de cet appareil qui me permet de connaître, qui est branché directement sur mon compteur Linky, on voit que la courbe rouge, c'est la valeur de Linky que je relève sur le site d'Enedis, qui me donne, et la valeur en noir, c'est la valeur réelle. Donc on voit qu'il y a quand même des écarts, puisque le Linky, à certains moments, me dit que je suis à 300 watts de consommation. En fait, je suis plutôt à 360, dans la partie plutôt gauche du graphe, à certains moments, et Linky a plutôt tendance à être en dessous de la consommation réelle faite par les appareils, parce qu'en fait, on n'est pas sur le même pas de temps. Et le fait de changer de pas de temps fait qu'effectivement, on ne va pas avoir des données qui sont tout à fait correspondantes. Donc ça, c'est juste pour attirer votre attention sur le fait que si vous vous amusez à essayer de le comparer, c'est intéressant à faire, je trouve, c'est que vous n'aurez pas une adéquation parfaite, parce qu'on n'est pas du tout sur le même pas de temps. La ligne jaune que vous avez en dessous, c'est simplement pour signaler que ça, c'est la journée diurne, c'est la période diurne de la journée. Oui, là, je vais passer rapidement. Vous l'aurez c'est la consommation totale d'électricité d'un logement en moyenne. Donc, l'ADEME a fait une étude assez récente qui est sortie en mars 2021. Elle a pris 100 logements représentatifs qu'elle a équipés en équipement vraiment de mesures de courbe de charge très précis à la fois sur le compteur général et sur plein d'appareillages électroménagers à l'intérieur. Et voilà les courbes de consommation où on voit qu'effectivement, donc en fonction des heures, puisque là on est en watts. Alors c'est des watts heure par heure, donc ça veut dire que c'est des watts en fait, c'est un peu un abus de langage d'utiliser comme ça. On voit qu'on est à ce niveau de 300. Voilà, pour les périodes qui nous concernent et qui nous intéressent, c'est-à-dire de 7h du matin, 6-7 heures du matin à 19-20 heures en été, donc c'est la barre jaune que vous avez au-dessus, on voit qu'on est à 300 et on va jusqu'à 360 60 watts de consommation. Et ça, c'est juste pour vous montrer qu'il y a un intérêt effectivement à travailler avec des panneaux, en sachant qu'un panneau de 375 watts crête ne produira quasi jamais 375 watts. 375 watts crête, c'est dans les conditions idéales extrêmes, sans laboratoire. Donc en fait, votre panneau va plutôt produire, quand il produira au maximum, il va plutôt produire 310, 320 watts au maximum. Parce qu'il y a toujours une perte par rapport à la condition idéale. Si on fait l'aspect financier, donc ici j'ai fait une simulation donc des gains financiers cumulés donc pour le panneau en fonction du nombre d'années. Donc 25 ans puisque la solution le panneau est garantie 25 ans. Ça semble pas du tout aberrant, un panneau à garantie 25 ans. Aujourd'hui, il y a même des panneaux qui sortent garantie 25 ans à 100% de production. C'est-à-dire qu'en fait, ils vous garantissent dans 25 ans que vous aurez la même production qu'aujourd'hui. Alors qu'avant, on était plutôt sur 80% de production à 20 ans. Aujourd'hui, il y a des panneaux qui commencent à sortir parce qu'en fait, on remarque que dans un panneau, il n'y a pas de pièces mécaniques. En fait, ils vieillissent avec les technologies actuelles, ils vieillissent très très bien. Moi, perso, j'ai une centrale chez moi depuis 11 ans, 12 ans maintenant. J'ai pas du tout de perte de production.
Alors, j'ai des variations, évidemment, parce d'une année à l'autre, il n'y a pas la même quantité de soleil, évidemment, mais je n'ai pas du tout de perte de production, en tout cas lissée, sur la totalité de 12 ans. Donc ici, ça vous montre effectivement au début, donc forcément, vous allez acheter le panneau, donc vous allez être en négatif, et le remboursement en fait du panneau, et puis après, c'est les gains financiers. Là, je l'ai calculé avec malgré tout une diminution de rendement du panneau de 1% par an. Voilà, je prends une fourchette basse pour prendre des sécurités, et une augmentation du prix d'achat du kilowattheure. Donc, si je prends chez EDF, une augmentation c'est le tarif régulé, donc du coup de 2,5% par an. Ce qui est une estimation basse, hein, parce que aujourd'hui, on sait qu'on était plutôt à 5% d'augmentation par an ces dernières années. Et avec la crise énergétique qu'on est en train de vivre, je ne sais pas s'il y en a qui sont chez Enercop par exemple, moi je suis chez Enercop, on risque de passer, en fonction des choix qui vont être faits, mais on va sur des augmentations de quasi 40% pour 2023. Le plus dur reste à venir. Parce que là, pour l'instant, on est protégé par des boucliers divers et variés, à la fois sur le gaz et sur l'électricité. Mais le plus dur, et là où il va y avoir, les prix vont devenir normaux, entre guillemets, ça va être 2023. Donc, mais c'est très difficile à prévoir. Donc, je suis parti sur une augmentation du prix d'achat du kilowattheure d'EDF. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à 0,18, si vous voyez le petit graphe de droite. Ça veut dire que dans 25 ans, on sera à quasi 33 centimes d'euros le kilowattheure. Ça, c'est dans le meilleur des cas, si ça n'augmente que de 2,5% par an. Ici, j'ai fait le calcul aussi de l'inclinaison, parce que tout un chacun n'aura pas la possibilité éventuellement de le mettre dans une inclinaison idéale. Alors, c'est quoi l'inclinaison idéale? En général, il y a deux inclinaisons. Il y a l'inclinaison d'été et l'inclinaison d'hiver, en fonction de la hauteur du soleil dans le ciel, tout simplement. Donc, en été, c'est plutôt 20% d'inclinaison. Qui est pour arriver au maximum de production. Et en hiver, c'est plutôt 60%. Parce que le soleil est beaucoup plus rasant et donc il faut aller le chercher beaucoup plus sur l'horizon. Alors les hauteurs que vous avez à côté, j'ai calculé sur le panneau. Donc le panneau, si vous le mettez en format paysage, sur une terrasse par exemple, c'est-à-dire qu'en fait, vous devez le monter sur un des bords, le bord. Pour arriver à 20%, il faut le monter de 33 cm. Si vous voulez le monter de 60%, à 60% d'inclinaison, il faut le monter de 85 cm. Je vous ai montré ça parce qu'en fait, on va voir dans les systèmes qu'il est possible pour déposer son panneau en fait, ou fixer son panneau quelque part. On peut aussi travailler, je vous donnerai l'exemple, moi j'ai travaillé avec des parpaings par exemple. Si vous mettez un parpaing, vous arrivez à 20 degrés plus ou moins, vous êtes proche de 20 degrés, donc c'est-à-dire que si vous ne mettez qu'un parpaing, et quand vous arrivez à la période hivernale, vous mettez un deuxième parpaing dessus, et vous arrivez à peu près, vous êtes plutôt à 50-55 degrés. Donc en fait, vous pouvez aussi jouer sur le fait qu'en été, on met un parpaing, en hiver, on en met deux. Si vous avez la possibilité de le bouger, on verra après qu'il y a moyen de faire de façon un peu différente. Mais donc ici, vous avez un tableau qui reprend donc, pour ce panneau-là, les valeurs calculées en fonction de l'inclinaison. Donc, l'idéal, ce que j'ai calculé, c'est les 30%. On dit souvent, des panneaux en toiture, l'idéal, c'est 30%, parce que c'est un intermédiaire entre le 20 et le 60. Voilà un peu pourquoi on le dit. Maintenant, si vous avez une toiture à 45, on le posera, un professionnel posera quand même la centrale solaire dessus, et c'est pas plus mal. Donc, j'ai pris une inclinaison de 30%, une inclinaison de 0% et une inclinaison de 90% pour faire des simulations. On voit que dans l'inclinaison 30% orientée plein sud, 428 kWh. Si vous l'orientez sud-ouest, 403. Donc vous avez une petite perte. Vous passez à 94%. Si vous l'orientez plein ouest, vous êtes à 344 kWh. Plein nord, vous produisez toujours, mais vous êtes à 247. Donc vous n'êtes plus qu'à 58% de sa production par rapport à une exposition sud. Et même chose donc pour est et sud-est. Les coûts en centimes de kilowattheure, d'euros de kilowattheure que vous avez à côté, c'est en partant du fait que, comme on l'a vu tout à l'heure, dans le panneau 428 kWh produit pendant 25 ans, donc on a vu 10 700 kWh sur les 25 ans, au prix d'achat du kit, ça vous fait donc 3,9 centimes d'euros le kilowattheure. Et donc, vous avez les prix à côté. Donc, même si vous n'avez que la possibilité de le mettre sur une exposition ouest, vous voyez que c'est moins intéressant, mais vous restez quand même à un coût du kilowattheure à 4,7
centimes d'euros. Donc ça, par rapport à ce que vous payez votre kilowattheure aujourd'hui chez votre fournisseur, ça reste quand même extrêmement intéressant. Si vous faites une inclinaison à 0, alors une inclinaison à 0, on voit qu'on va produire 362 kilowattheures. Alors là, à 0, qu'on soit à sud, est, ouest, truc, ça va être la même chose, forcément. Et là, vous êtes à 362. Donc, ça peut s'avérer intéressant. Je vous montre ceci parce que je vais vous montrer qu'après, il y a la possibilité, pour celles et ceux qui sont un peu bricoleurs, qui encouragent, c'est on peut faire une table de jardin avec un panneau solaire. Et je vous en montrerai un exemple après. On peut faire une table de jardin avec un panneau solaire, c'est-à-dire que le panneau va produire quand vous ne mangez pas dessus, et quand vous mangez, ben, il ne va pas produire à ce moment-là. Mais voilà, on voit que ce n'est pas complètement incohérent. On arrive quand même, avec un panneau à cette inclinaison-là, à 85% de la production optimale de 428. Si vous êtes à une inclinaison de 90, c'est-à-dire si vous l'accrochez à un mur, par exemple, parce que vous pouvez décider de l'accrocher à un mur de votre maison, voilà les productions. Alors là, par contre, on voit que vraiment le plus défavorable, c'est si vous l'accrochez à un mur plein nord, vous ne produirez que 80 kWh. Donc, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça vous fait le coût du kilowattheure à 20 centimes. Donc, vous êtes un peu plus cher que ce que vous achetez aujourd'hui vos kilowattheures au tarif régulé. En sachant que, comme on l'a vu, dans 25 ans, ça sera 33. Donc, d'ici quelques années, vous serez au même prix et quelques années après, vous serez même encore meilleur. Mais donc, ce n'est pas l'idéal de le mettre incliné à 90 degrés plein nord. Mais par contre, dans les autres, par exemple, si vous le mettez au sud, accroché au mur, ça vous fait quand même encore un kilowattheure qui reste cohérent. Vous êtes à 5,3 centimes d'euros, donc c'est pas l'idéal, mais c'est pas non plus complètement aberrant comme positionnement. Parce qu'après, il faut pouvoir le mettre, le panneau quelque part. On peut décider de l'accrocher au mur parce qu'au moins il prend pas de place, ou de l'accrocher à une rambarde d'une terrasse, si pour quelqu'un qui est en collectif, parce qu'il n'a pas d'autre possibilité de le mettre et il ne peut pas se permettre de le mettre sur sa terrasse parce que ça prend trop de place. Donc, ce n'est pas complètement incohérent de travailler comme ça. Ici, c'est quelques données juste plus bilan carbone. Donc, un panneau comme cela, donc à Rennes, donc l'empreinte carbone du panneau de sa fabrication, c'est 42 estimé, hein, donc par les données de l'INES, c'est 42 grammes de CO2, donc équivalent par kilowattheure. Le temps de retour énergétique, c'est-à-dire que le panneau va, le temps qu'il va mettre en fait pour produire plus d'énergie que ce qu'il en a consommé, c'est 1,7 ans. Et on a la quantité annuelle de CO2 économisée qui est d'à peu près un peu moins de 3 grammes de CO2 équivalent par an. Après, on a les consommations d'eau, le bilan carbone et l'impact sur la couche d'ozone qui sont repris sur les petits graphiques en bas. Donc, vous montre aussi, mais ça, bon, la plupart vous devez connaître, l'intérêt effectivement de la solution photovoltaïque par rapport aux autres solutions plus conventionnelles. Ici, je vous ai fait un petit film pour vous montrer un peu le type d'essai que j'ai fait ici avec les prototypes, effectivement pour voir un peu ce qu'il y a moyen de faire pour déposer le panneau, soit dans un jardin, soit sur une terrasse, si vous avez déjà dans un premier temps. Et puis on reviendra de façon un peu plus précise. Donc je laisse passer le film qui n'a pas de commentaire direct. Alors je vais, hop, on va lancer ça. Donc ça, c'est le panneau qu'on a vu tout à l'heure déjà dans la première image, hein, qui est sur la terrasse chez moi. Là, il est totalement redressé, il n'était pas raccordé. Là, c'est juste pour vous montrer le type de panneau. Ceci, donc, c'est le micro-onduleur qui est fixé à l'arrière du panneau. Vous voyez, en fait, il est collé sur la face arrière du panneau. Et c'est de là que part. Donc ici, donc, j'ai calculé toutes mes inclinaisons pour avoir l'inclinaison effectivement de 30. Hein, et ça m'a permis de calculer le nombre de centimètres qu'il faut. Alors là, vous voyez, je l'ai mis derrière, attaché sur un bac d'Orval. Alors, pour les amateurs de bière, l'Orval est une excellente bière trappiste, belge. Ici, je l'ai fixé effectivement sur 2 parpaings. Alors ici, quand je vais m'arrêter un instant juste ici. Donc vous voyez, je vais revenir un tout petit peu. Donc là, en fait, il n'est pas fixé réellement pour l'instant, parce que c'était juste pour l'essai. Après, pour le fixer, en fait, vous voyez mon curseur se déplacer là? Oui. Alors ici, vous avez en fait dans la cornière qui fait tout le tour du panneau, vous avez des trous réguliers qui sont en fait les trous au départ qui sont pour s'attacher sur les tringleries quand on le met en fixation sur le toit. De ces trous-là, vous pouvez prendre soit une sangle
soit un bout de fil de fer, hein, en fait, et vous allez faire le tour de votre parpaing, ça va le lester, donc votre panneau, en fait, va être lesté avec les deux parpaings, parce qu'il y a un parpaing de chaque côté, et vous pouvez simplement, donc il faut trouver un peu l'astuce qui correspond, voilà, et puis que ça soit esthétique aussi pour votre terrasse, ça dépend où il est situé, ou dans le jardin, mais vous avez cette possibilité de fixation directement avec une sangle, ou avec un bout de fil de fer, en fait, qui va le lester. Moi ici, ils ont été déposés comme ça, ou vous allez le voir après, j'ai fait une autre solution, qui est une chaise en fait dont j'ai coupé les pieds pour avoir la bonne hauteur. Et vous voyez, il est juste fixé et il est resté comme ça plusieurs mois cet hiver. On a eu des vents très forts, il n'a pas bougé d'un seul point. Et ça, après, je l'ai même essayé. J'ai un toit sur ma cuisine, vous voyez. Donc, là au-dessus, c'est une centrale solaire en réinjection, un classique, que j'étais en train de nettoyer d'ailleurs. Et le panneau, donc là, je l'ai simplement déposé sur la toiture. Et en fait, vu son poids et sa très faible prise au vent, parce que le poids du panneau, c'est une vingtaine de kilos, c'est 20,6 kilos. Et sa très faible prise au vent, en fait, il bouge absolument pas. Alors, si vous voulez le sécuriser, vous pouvez mettre deux pattes que vous passez en dessous des ardoises, hein, simplement pour qu'il soit sécurisé, pour être sûr qu'il ne se lève pas. Mais c'est aussi possible, il n'y a pas besoin d'essayer d'inventer des solutions extrêmement magiques. Après, il faut voilà, faire simplement en sorte que ça soit un peu esthétique. Moi, ici, je n'ai pas travaillé le raccordement non plus, parce que comme c'est des prototypes que je déplace, voilà, je l'ai laissé plus ou moins, voilà, vous voyez, le fil qui passe devant, on va le voir à la caméra, parce que ma prise connectée est juste en dessous, elle est sur un des rebords de ma cuisine, et voilà, la prise connectée est juste là. Donc on va passer. Voilà, alors ici on va voir quelques vues en fait d'autres installations et supports possibles. Alors il y a des supports qui sont en vente, hein, vous pouvez trouver très facilement s'il y en a qui souhaitent parce qu'ils ne veulent pas fabriquer eux-mêmes ou qui veulent quelque chose d'un peu plus fini. Alors c'est pas forcément très cher, hein, les tringleries que vous voyez là en haut à droite, c'est des tringleries qu'on peut avoir pour 40-45 euros sur différents sites de solaire photovoltaïque. Il est possible de les construire soi-même si on est un peu bricoleur. Ce type de tringlerie a l'avantage qu'on peut jouer sur l'inclinaison. Viser plus ou moins les 20 degrés en été et les 60 degrés en hiver. Donc on peut jouer en déplaçant donc, les tiges, on peut jouer sur l'inclinaison. Vous voyez les panneaux en bas qui sont en bas, c'est des tringleries qui ont été faites avec des bouts de métaux qu'on achète, hein, qu'on coupe à dimension et qu'on boulonne simplement pour faire ces fameux triangles qui vont simplement attacher votre panneau. Il y a une possibilité aussi, et le plan vous sera fourni avec, de fabriquer soi-même son support. Alors ici, vous avez un support en bois qui est fabriqué. Vous avez les dimensions exactes. Ici, il est réglé ici pour une inclinaison de 40 degrés. Après, il faut choisir. Il faut choisir un bois relativement imputrescible, ou alors il faudra peut-être le recommencer une fois. Ça va dépendre, mais en général, comme il est sous le panneau, il va assez bien vieillir. Et vous voyez, ça fait deux triangles en fait qui sont reliés avec deux barres sur le côté, et ça va être fixé via les petits trous que vous avez sur les cornières de votre panneau. Alors ceci, c'est un plan qui a été établi par SolarCoop, qui est une autre coopérative solaire citoyenne qui a développé aussi ce kit photovoltaïque en plug and play. Et après, cette tringlerie permet de mettre un panneau, deux panneaux, enfin voilà. Mais ici, il faut le faire pour un seul panneau. Vous pouvez aussi décider de le mettre en format portrait, si ça va mieux dans l'endroit où vous voulez le mettre, ça prend moins de place au sol. Voilà, il y a ces possibilités-là aussi. Il y a aussi donc les possibilités de l'attacher au mur. Alors l'attacher, comme je vous le disais tout à l'heure, on l'attache tel un cadre, donc on va avoir un angle de 90, il y aura moins de production. Ou alors vous l'attachez avec une tringlerie. Ce que je trouve pas mal, par exemple, c'est l'idée des marquises là au-dessus qui vont vous faire pare-soleil en même temps, hein, au-dessus d'une porte ou au-dessus de fenêtres. Et donc, vous pouvez les fixer au mur directement pour avoir une inclinaison qui correspond plus aux 30 degrés, voire même si vous le mettez à 20-25 degrés, vous gagnez en production par rapport à une inclinaison totalement fixée au mur, style tableau. Voilà, ici, c'est deux autres solutions qui sont montrées sur des balcons. Alors, au balcon, on peut, soit comme à droite, on peut l'attacher simplement, donc il va avoir une inclinaison qui n'est pas l'idéal, mais malgré tout, ce n'est pas incohérent du tout. Et de l'autre côté, on a une inclinaison qui a été faite donc par cette tringlerie qui est juste fixée sur la rambarde du balcon.
Là, on arrive à la question de la table, hein, donc c'est des tables. Alors, la table du dessus, elle existe, hein, elle est en vente, elle est un peu chère, je trouve, mais elle est en vente, ça s'appelle la Watt table. Donc, vous voyez, c'est une table de jardin faite avec un des pieds sur une prise, et cette prise, on la met dans une prise de courant, et en fait, votre table de jardin, qui la plupart du temps, en fait, elle ne sert pas, parce qu'on mange moins, elle est moins utilisée qu'en fait que non utilisée. Et donc, bah, quand elle n'est pas utilisée, elle peut produire des kilowattheures. Vous avez même une table inclinable en dessous, où quand elle n'est pas utilisée, vous pouvez l'orienter, effectivement, pour que ça capte la bonne orientation et donc le maximum de kilowattheures au moment où vous ne l'utilisez pas votre table. Il y a aussi la question du tracker solaire. Alors, un tracker solaire, c'est un appareil qui va. Alors, il y a deux systèmes, il y a les trackers automatiques et les trackers manuels. Un tracker, ça veut dire qu'en fait, c'est un panneau qui va suivre la course du soleil. Alors, il y a des trackers automatiques dans la 3 dimensions, c'est-à-dire qu'il va bouger à la fois verticalement et horizontalement, c'est-à-dire qu'en fait, il va toujours s'orienter là où est le soleil pour avoir un maximum de production. Sachant qu'un panneau sur tracker 3 dimensions, on va à peu près augmenter sa production d'une trentaine de pourcents par rapport à un panneau fixe. Donc, quelquefois, ça peut être intéressant, mais ça paraît très compliqué pour un seul panneau. Et donc, on peut faire des modèles beaucoup plus simples. Vous voyez le modèle en bas, c'est un modèle fait en bois, où vous avez une inclinaison, en fait, et c'est plutôt pour jouer sur l'inclinaison entre l'été, voire été, printemps, automne, enfin les 4 saisons, et vous pouvez trouver l'inclinaison qui correspond le mieux, et vous le modifiez juste quand on passe le jour du solstice, vous le modifiez juste, et à ce moment-là, vous allez augmenter un peu la production de votre panneau, donc le nombre de kilowattheures qu'il va injecter dans la maison. Après, il y en a qui s'amusent à faire, comme vous avez sur la droite, des trackers du même type, mais avec un petit vérin hydraulique et un petit calculateur avec un petit Raspberry, et c'est lui qui va le calculer, mais là, il faut déjà des notions en électronique et en programmation qui sont un peu supérieures, mais ce n'est pas du tout impossible à faire. Voilà un peu la différente présentation. Donc je vais revenir, je vais quitter. Enfin, je vais laisser le document sur mon ordinateur ouvert au cas où il y ait des questions et que vous souhaitez que j'y revienne. Donc là, je propose effectivement qu'on prenne. Alors, je vais passer la main à Frédéric, qui va plutôt animer cette partie de questions-réponses et on va voir qui y répond en fonction de la question. Frédéric, je te laisse. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui. Oui. Donc, il y a un petit souci au niveau de. Donc, merci Michel de cette présentation. Ça donne envie d'acheter ce. Oui. Attends, j'ai pas entendu ta question. Non, j'ai juste dit merci Michel pour cette belle présentation. Et je voulais indiquer en fait que il n'est pas possible d'écrire les questions dans le chat parce qu'il n'y a pas la possibilité dans la réunion. Donc, si vous avez une question, vous pouvez lever la main. Vous avez dans le menu, vous avez réaction et vous pouvez lever la main, comme a fait tout à l'heure Franck. Voilà. Alors, Patrick a levé la main et donc doit avoir une question à poser. Oui, excusez-moi, moi j'y connais rien ou pas grand-chose en électricité. Ce qui me surprend, c'est le fait que moi, quand j'utilise une prise de courant, le plus souvent, c'est en fait pour pomper de l'électricité. Et j'ai du mal à comprendre que là, pour le coup, on utilise la prise de courant dans le sens contraire, c'est-à-dire qu'on envoie de l'électricité dans le réseau. Est-ce que j'ai bien compris d'abord? Alors je vais répondre. Oui, vous avez bien compris. C'est toujours effectivement, quand on n'a pas trop de notion d'électricité, c'est toujours ce qui surprend, parce qu'on a l'habitude de brancher un électroménager sur une prise de courant, de brancher de machine, qui va effectivement pomper, mais on n'a pas l'habitude de brancher un producteur parce qu'on n'en a pas de producteur. Mais l'électricité, elle va dans les deux sens. L'électricité, c'est une énergie qui se déplace. Donc, faut bien, voilà, c'est un peu difficile à se représenter ce que c'est que de l'électricité qui se déplace dans un câble ou dans une prise, mais c'est une énergie en fait qui va se transférer. Une belle image aussi pour se représenter comment l'électricité va sur un fil. Vous prenez des dominos. Vous
savez, les jeux de dominos, là, qu'on met tous les uns à côté des autres, et puis on fait tomber le domino d'un côté, et en fait, le domino va faire tomber son voisin, qui va faire tomber son voisin, qui va faire tomber son voisin. Ben, le transfert d'énergie sur un câble, d'électricité, c'est ça, c'est un transfert d'énergie, en fait. Donc ça peut fonctionner dans les deux sens. Et effectivement, si vous mettez sur cette main de prise un appareil qui va être consommateur, ben, il va avoir besoin d'électricité, donc il va l'appuyer sur votre réseau de la maison, et votre maison, elle va l'appuyer sur le réseau public d'électricité. Par contre, si vous y ajoutez un producteur, comme ici un panneau, ben, le producteur va produire son énergie dans la maison, et si par hasard vous n'aviez pas de consommation du tout à ce moment-là dans la maison, cette électricité va traverser le Linky, enfin votre compteur électrique dans l'autre sens, pour repartir sur le réseau. Parce qu'elle ne peut pas se stocker, elle doit aller quelque part, l'électricité. Ça ne se stocke pas, sauf si on y met une batterie ou différents systèmes de stockage. Donc l'électricité va dans les deux sens, toujours. Et alors justement, vous avez du coup anticipé l'autre question que je voulais poser, c'est justement cette question de batterie. C'est-à-dire, est-ce que à un moment où finalement on n'a pas de consommation électrique, mais que le panneau fonctionne, est-ce qu'il est envisageable de stocker sur des batteries, et qu'est-ce que ça demande techniquement? Oui, alors c'est possible, hein, ça c'est possible techniquement. En fait, il faut une batterie et il faut un système électronique qui va rediriger au moment où il n'y a pas de consommation. En fait, il va détecter qu'il n'y a pas de consommation et du coup, l'électricité qui est produite par le panneau, il va la diriger sur les batteries. Et dès qu'il y aura de la consommation, en fait, cet appareil électronique va détecter que vous avez de la consommation et donc du coup, il va laisser le panneau produire directement, voire récupérer l'énergie qui est sur la batterie. Alors, ce n'est pas un système que je conseille spécialement parce que non seulement l'achat de l'appareil plus l'achat de la batterie, ce n'est pas anodin en coût, donc financier derrière. Et c'est justement pour ça qu'en fait, on conseille plutôt de s'équiper d'un panneau parce qu'un panneau, comme on l'a vu là pendant la présentation, donc va produire en moyenne à peu près 300 watts, 300, 310 watts, 320 watts de puissance quand il y aura plein soleil et à ce moment-là. Et on sait que ça correspond à chez la plus grande partie des personnes, au talon de consommation, donc à une consommation que vous avez toujours. Alors ce que vous pouvez faire et ce qu'il faudra justement plutôt réfléchir, c'est il y a certains appareils que vous déclenchez chez vous ou que vous réglez sous forme de consigne chez vous, et qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance à dire mettez-les, branchez-le hors des pics de consommation pour alléger un peu le réseau, mettez-les fonctionner la nuit et tout ça. Ici, la question peut se poser, par exemple, une machine ou quoi, de plutôt la faire en milieu de journée quand il y a plein soleil. Parce que du coup, vous êtes certain que toute l'électricité que votre panneau va produire, elle va être tirée en partie de votre panneau, alors pas uniquement, parce que si c'est une machine, on va monter à 2000, 2500 watts, et le reste sur le réseau. Mais donc, il faut aussi avoir ce réflexe de peut-être décaler certaines des consommations que vous faites pour qu'elles correspondent plus à ce qu'un panneau produit, et pour éviter justement cette question du stockage. Sauf si j'ai une bagnole électrique. Sauf, la même chose, si vous avez une voiture électrique ou si vous avez un vélo électrique, c'est de le mettre à charger au moment où le panneau produit le plus. Bien sûr. À la place de mettre un vélo électrique comme certaines personnes le font la nuit, par exemple, si vous avez la possibilité, alors c'est pas possible pour tout le monde, mais parce qu'il y a des personnes, elles l'utilisent pendant la journée, donc elles sont pas chez elles à ce moment-là pour le faire. Mais c'est d'essayer de caler effectivement, de mettre en adéquation la consommation et la petite production que vous allez avoir en interne. Merci beaucoup. Oui. Y a-t-il d'autres questions? Je ne vois pas de main levée. Oui, Xavier? Oui, moi, je voulais savoir s'il fallait faire une déclaration auprès de notre fournisseur en électricité ou auprès d'Enedis. Je réponds? Ouais. Oui, je veux bien. Oui, il y a une déclaration à faire, effectivement, j'en ai pas parlé. Il y a une déclaration dont l'exemplaire de formulaire vous sera livré en même temps que le kit. Donc, il y a juste un déclaratif. Donc, c'est un formulaire à remplir d'autoconsommation. C'est un formulaire CERFA qu'on peut remplir en ligne aussi. Pardon, et qui est un formulaire déclaratif simplement d'autoconsommation en dessous de 36 kilos. Donc, il y a deux formulaires en France. Il y a en dessous de 36 kilos quand on est en autoconsommation et au-dessus. Donc, vous allez juste remplir, en fait, et c'est déclaratif, c'est pas une autorisation.
Vous allez dire, ben voilà, j'ai un panneau de 375 chez moi. En fait, Enedis, ce qu'ils veulent savoir, c'est à peu près la répartition de ce genre de panneaux d'autoproduction qui sont faites, parce qu'effectivement, quand l'autoproduction, si pour une raison ou une autre, vous n'avez vraiment pas de consommation et que les 300 watts ne peuvent pas être utilisés chez vous, ils vont repartir sur le réseau. Et donc, le réseau, il a besoin de savoir, enfin, ils aiment bien savoir. Alors, 300 watts, ça ne va pas changer grand-chose pour eux du tout. Mais si on imagine un lotissement complet de 100 maisons où il y a 100 panneaux, où chaque maison, par exemple, aurait son panneau, ça peut commencer à avoir, si tous les panneaux rejettent en même temps sur le réseau et que le réseau est déjà en tension, ça peut quand même avoir une importance. Donc, la loi impose juste ce formulaire déclaratif. D'accord. Donc, il y a Franck qui veut poser une question. Oui, j'ai peut-être plusieurs questions. La première, juste au niveau sécurité, si la prise du panneau n'est pas branchée sur une prise électrique, la prise connectée, il n'y a pas d'électricité à sortir, c'est une sécurité ou pas? Si tu vois ce que je veux dire. Si la prise connectée n'est pas Non, branchée. la prise électrique du panneau solaire derrière l'onduleur. Oui. Il y a s'il est exposé à la lumière, au soleil, il produit de l'électricité. Si elle n'est pas branchée à la prise connectée, cette Non, prise parce qu'en mâle, fait, il y a une sécurité, j'imagine. il y a une sécurité au niveau de l'onduleur. En fait, l'onduleur a besoin d'être relié au courant pour se mettre en fonction. Et quand il sent en fait qu'il n'est pas synchronisé, parce qu'en fait le réseau électrique il est synchronisé. Hein. Nous on est sur un réseau ici en Europe de 50 Hertz. Et quand il ne détecte pas en fait 50 Hertz, c'est la vitesse de rotation en fait des producteurs d'électricité, hein, de toutes les centrales, qu'elles soient thermiques, nucléaires, elles tournent pour produire une électricité donc à un cycle de 50 Hertz. Et quand le micro-onduleur ne détecte pas ces ondulations de 50 Hertz, en fait, il se met en off, quoi. Il ne produit pas à ce moment-là. Et il faut qu'il soit relié au courant pour le faire. Ah, je comprends bien. Une autre question, en cas de problème de SAV, qui est l'interlocuteur à contacter après? Alors, pour ce qui est donc du panneau et du micro-onduleur, en fait, c'est l'entreprise, c'est le fournisseur, donc vous aurez toutes les coordonnées. Et d'ailleurs, nous, lors de l'achat des panneaux, on fournira toutes les coordonnées donc des différents acquéreurs donc aux producteurs de panneaux. Alors, fabricants de panneaux, je dis fabricants, je vais juste préciser. Donc, en fait, les cellules, elles sont asiatiques, parce qu'aujourd'hui, toutes les cellules des panneaux solaires photovoltaïques sont faites en Asie. L'Europe a perdu toute sa capacité à les faire elle-même pour des questions à la fois de compétences, de coûts. Donc toutes les cellules aujourd'hui sont fabriquées en Asie. Par contre, le panneau tel que celui qu'on a choisi pour le mettre dans le kit là, il est non seulement de conception et d'assemblage français. La boîte donc, qui s'en occupe est située à Nantes. C'est AC Énergie. Donc, qui est une antenne à Nantes. Les panneaux, c'est là qu'ils sont stockés. Et donc, c'est eux qui se chargent effectivement de la garantie onduleur et garantie panneau. En sachant que pour un panneau, ça c'est plutôt un retour d'expérience, en sachant que les panneaux, soit il y a un problème dès l'origine, on le remarque très très vite. Après, c'est des panneaux qui sont absolument pas dans. Enfin voilà, il n'y a pas de pièces mécaniques en jeu. C'est pas comme des panneaux solaires thermiques qui peuvent avoir des problèmes qui apparaissent en cours de vie. La partie la plus délicate dans une installation solaire photovoltaïque, c'était l'onduleur. Et là, je parle des gros onduleurs, d'ailleurs, qui n'étaient jamais garantis de plus de 10 ans, parce que les gros onduleurs sont beaucoup plus fragiles. Les micro-onduleurs, un micro-onduleur ne se répare pas. Hein. Un micro-onduleur est beaucoup moins fragile, effectivement. C'est pareil, soit il a un défaut dès le départ, dès le démarrage, soit il en a vraiment rarement. C'est pour ça qu'ils les garantissent 25 ans, les micro-onduleurs, alors que les onduleurs classiques, les gros onduleurs qu'on trouve dans les centrales de 3 kg, là, que les particuliers ont, on peut avoir des extensions de garantie jusqu'à 10 ans. Mais sinon, ces onduleurs-là, dans une installation solaire photovoltaïque de 3 kg qu'on a, en général, on prévoit financièrement de changer l'onduleur en milieu de parcours. Tandis que les micro-onduleurs sont garantis 25 ans. Et j'ai une dernière question qui me vient à l'esprit. Si je ne me trompe pas, quelqu'un qui produit de l'électricité et qui veut la revendre sur le réseau, ça doit être possible si je ne me trompe pas. Et le prix est de mémoire supérieur au prix d'achat de l'électricité. Si je ne me trompe pas. Alors non. Pourquoi on fait non ou je me trompe? Sur cette autoconsommation-là, en fait, si les quelques kilowattheures que vous allez éventuellement revendre sur le réseau, enfin relarguer sur le réseau,
vous les donnez. C'est un cadeau. Oui, mais il n'y a pas moyen de les revendre. Enfin, ceux qui ont des plus grosses installations, ils leur vendent de l'électricité. Ouais, ils leur vendent et aujourd'hui, ça va dépendre de la puissance que vous réinjectez dessus, mais on est plutôt sur des tarifs de rachat aujourd'hui qui vont tourner autour de 8-9 centimes d'euros. En dessous de l'achat, enfin, en dessous du prix d'achat. Ah oui, oui, oui. Ah, ouais, Donc, d'accord. il faut toujours essayer, en autoconsommation, quand on a des grosses centrales, il faut toujours essayer d'optimiser l'autoconsommation, c'est-à-dire vraiment ce pourcentage d'autoconsommation. Et c'est pour ça que certains projets ne se font pas, parce que quand on est en dessous sur des grosses centrales, hein, je parle, quand on est en dessous de 70% d'autoconsommation, on a d'énormes difficultés à trouver un modèle économique pour rentabiliser la centrale. Et une dernière question. Peut-être, Vas-y. Franck, Oui, pour change. Vas-y. compléter, je voudrais Oui. juste compléter la réponse. Quand Michel dit qu'il y a une question de rentabilité, c'est que si on fait de la revente sur le réseau, dans ce cas, Enedis nous demande un raccordement spécifique. C'est un raccordement de revente et qui a un coût. Donc, il faudra que ta revente puisse assumer ce coût initial. Et donc là, il faut avoir une revente en conséquence, en fait. Ouais, je Le comprends. coût de raccordement d'une centrale en revente, en fait, c'est pas négligeable. Je n'ai pas exactement tous les coûts en tête, mais en imaginant que ton réseau peut supporter une revente en termes techniques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de renforcer le réseau, donc on est dans quelque chose de plus facile, hein. Si on prend le cas le plus facile, je pense que le coût, là, je ne sais pas si Vincent est toujours connecté ici, je crois que le coût minimum doit être entre 1 500 et 2 500 €. Donc pour ça, il faut produire quand même suffisamment d'électricité pour qu'au bout d'un certain temps, on ait déjà remboursé nos 1 500 ou 2 500 €. Et il y a l'allocation du compteur annuel aussi. Et il y a l'allocation en plus du compteur. Donc Ouais, avec oui. un seul panneau, ce ne serait pas du tout rentable en fait. Il y a deux modèles dans la production d'électricité, c'est la revente totale. C'est ce que fait Sirène d'ailleurs sur les centrales de l'Allier et Saint-Jacques. Et dans ce cas-là, effectivement, il y a un coût de raccordement de l'ordre de 1 200 € hors taxe. Et ensuite, comme le disait Michel, une location d'un compteur communicant de l'ordre de 40-50 € par an. L'autre modèle que l'on peut appliquer, c'est d'être en autoconsommation individuelle et revente du surplus. Donc c'est ce qui, pour le cas d'un panneau en autoconsommation individuelle, serait le plus pertinent. Mais il me semble qu'il y a une puissance minimale à installer et on est de l'ordre de 6 centimes le kilowattheure de surplus qui est revendu. Et là aussi, il y a un coût de raccordement dont je ne connais pas le tarif, mais qui rentre en ligne de compte dans le calcul du modèle. Et je me disais, pourquoi pas, si on a une consommation non négligeable pour X raisons, je sais pas, une aérothermie qui consomme, pour chauffer des éléments, enfin des choses, on pourrait éventuellement avoir un deuxième panneau suivant notre propre consommation. On peut être très, très bas et avoir un seul panneau, ou avoir une consommation un peu plus conséquente, assez régulier. Et dans ce cas-là, peut-être rajouter un deuxième panneau ultérieurement, peut-être. Ça peut être intéressant, en fonction de l'analyse. Hein. Ouais, alors ce que nous on conseille, effectivement, c'est on essaye en tout cas de favoriser de ne s'équiper que d'un seul panneau. Dans un premier temps, l'intérêt est effectivement avec un seul panneau, vous allez voir ce que ça donne par rapport à la production du panneau, puisque vous allez pouvoir la suivre en direct, et votre consommation que vous pouvez suivre par ailleurs, de voir un peu où est la correspondance. Est-ce que vous avez une autoconsommation qui est de 100% ou est-ce que vous avez une autoconsommation qui est de 95%? À ce moment-là, effectivement, il y a certains producteurs, et la question m'a déjà été posée, entre autres, je fais référence à une personne qui chez elle a 2 serveurs professionnels informatiques et qui sont obligés de tourner en permanence parce que son boulot en dépend. Et donc forcément, il a un talon de consommation, il ne voit pas trop comment le résoudre, il a des serveurs, il peut changer ses machines, hein, mais malgré tout, ça reste avec des consommations quand même assez importantes. Donc la deuxième solution, c'est de travailler sur diminuer son talon, ça c'est sûr, hein, d'essayer de voir où on peut faire des gains un peu partout. Mais par contre, il y a des personnes, à un moment donné, ben voilà, c'est comme ça, des serveurs, on ne peut pas faire autrement. Donc effectivement, ça peut être tout à fait judicieux dans ces cas-là de s'équiper d'un deuxième panneau
qui sera aussi simple. On peut mettre les deux panneaux branchés sur la même prise. Enfin voilà, parce qu'on travaille avec des courants assez faibles finalement, et des puissances assez faibles. Parce qu'un panneau, ça va produire 300 watts, donc on va être sur du 600 watts si on met deux panneaux. Effectivement, on peut envisager ça, mais ce qu'on nous conseille plutôt, c'est d'en mettre un, de voir un peu ce que ça donne, les résultats en suivi, et puis et après de s'orienter sur éventuellement un deuxième panneau. Et ma dernière question éventuellement, et puis je laisserai aussi la parole aux autres, c'est justement, j'ai l'impression qu'il y avait t'avais un logiciel intéressant de mesure de la consommation sur une journée. On voyait tous les pics que tu as pu relever justement, et ça c'est intéressant. C'est un appareil de mesure. Alors, c'est des petits appareils. En fait, il y a un logiciel qui est en open source qui s'appelle Domotix, avec un Z à la fin, à la place du S, et qui est un logiciel en fait sur lequel on peut brancher un Raspberry. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que les Raspberry. C'est des petits ordinateurs tout compacts, tout petits, en fait, qui ont toutes les capacités d'un ordinateur classique. Ils ont une sortie USB, voilà. Et là-dessus, en fait, on va brancher donc un senseur radio qui va être en connexion avec un autre senseur que vous montez dans la prise TIC. C'est un peu technique. Dans la prise de votre Linky, vous avez en dessous du Linky, vous avez deux connexions qu'on appelle les connexions TIC, TIC, sur lesquelles vous pouvez brancher en fait ce senseur. Ce senseur, donc, il va relever votre consommation en permanence avec un pas très très petit, régulier. Il va envoyer via des ondes radio donc à votre Raspberry qui est capable d'enregistrer, donc il n'est pas obligé d'être mis sur un ordinateur parce qu'il y a une petite carte SD dans le Raspberry, il va enregistrer donc toute votre consommation. Et vous faites la même chose avec votre panneau solaire, équipé aussi d'une sonde, et qui va envoyer au Raspberry. Et donc ça va vous sortir sous forme d'un fichier Excel, sous forme d'un fichier classique, toutes les données avec un pas de mesure très serré. Et là-dessus, chez moi, j'ai aussi des ondes, des sondes de température. Par exemple, ça permet de suivre la température dans les différentes pièces. Enfin voilà, c'est parce que j'aime bien jouer un peu avec ça. Mais donc c'est des solutions assez simples. Un Raspberry aujourd'hui, ça vaut 55 €. Les sondes, voilà. Si vraiment ça vous intéresse, je peux vous donner les références exactes du matériel, mais aujourd'hui, c'est vraiment un matériel de domotique qui permet de suivre ce genre et d'avoir ce type de graphique et donc de suivre de façon très fine, parce que c'est vrai que malheureusement, le pas de mesure qui a été retenu pour Linky, alors pourquoi n'est pas suffisant pour faire une analyse fine de ses consommations. Alors pourquoi est-ce que c'est ce pas de mesure-là qui a été retenu par Linky? C'est parce qu'il y a eu beaucoup vous avez pu le remarquer, l'installation du Linky au départ, beaucoup de personnes qui étaient contre. Et en fait, et finalement, c'est la CNIL qui s'est positionnée. Un des reproches, c'était que plus le pas de mesure est fin, plus la courbe de charge est précise. Et donc, il y en a qui avaient peur qu'Enedis puisse voir à quel moment ils allumaient leur télé, à quel moment ils prenaient leur douche. Parce que c'est vrai que chaque appareil électroménager laisse une signature dans la courbe de charge qui est fonction du type de matériel. Donc, son appel de puissance peut être détecté effectivement sur les courbes de charge. Donc, c'est pour ça que le Linky, la solution qui a été retenue, était un pas de 30 minutes, mais du coup, qui n'est pas suffisant vraiment pour faire une analyse fine. Ça donne une approximation de sa consommation. Un grand merci pour tout ça. Je ne vois pas d'autres mains levées. Est-ce qu'il y a des... Si je vois un FC, je vois un FC. Non, oui. C'est moi. Ah, c'est toi. Xavier avait levé la main, je crois. Oui, Xavier, mais il n'a pas... Alors, à moins qu'il ait une nouvelle question, mais non. Jean-Bernard a levé la main, Frédéric. Ah, Jean-Bernard, oui. Mais le micro est coupé. Alors, il faut mettre le son. Oui, il faut mettre le son. Jean-Bernard, il faut... Voilà. J'avais une première question concernant l'exposition, notamment côté rue, parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup d'expositions qui sont sur la terrasse, dans le jardin. Moi, j'ai une exposition sud qui est plutôt sur la rue. Donc, savoir s'il y a des autorisations administratives pour des questions d'esthétique ou de sécurité, je ne sais pas, auprès de la mairie ou autre, où ça se fait librement. Alors après, il y a un petit flou là-dessus. Alors, ce qui est certain, c'est que pour un panneau déposé
sur une structure en bois, par exemple, ou un portant que vous déposez sur une terrasse, il n'y en a pas besoin. C'est comme si vous installiez une table de jardin, c'est comme, même si votre table de jardin est très très moche, vous pouvez l'installer, personne ne vous demanderait une autorisation. Là où le flou existe, c'est quelque chose qui est fixé. Par exemple, si vous prenez l'exemple des marquises telles que je vous ai montré, là où des pare-soleil en fait au-dessus des fenêtres, et c'est là qu'il y a un flou. Alors je me suis renseigné moi au service, parce que je travaillais en collectivité avant, au service d'ADS, donc celles qui gèrent et qui instruisent les permis. Eh ben, elles n'ont pas de solution à ça aujourd'hui parce qu'il y a vraiment un flou. Donc il n'y a pas de déclaration. Elles ne voient même pas comment en fait elles pourraient elles-mêmes instruire un dossier. Alors, très probablement, ça serait du déclaratif, de toute façon, ça ne serait pas un permis, hein, ce serait une déclaration. Donc, c'est juste de dire, ben voilà, fournir le petit plan, je pose un panneau, et c'est du déclaratif. Mais même elle, là, me disait, je ne vois même pas comment on pourrait instruire quelque chose de ce type-là, parce que le flou, il existe. Si vous montez une marquise chez vous, aujourd'hui, si vous montez une marquise classique, hein, une marquise en verre, enfin une marquise achetée, comme certaines personnes montent au-dessus des portes d'entrée, vous n'avez pas besoin d'un déclaratif. Donc le panneau peut être considéré comme une marquise. Donc là, il y a un petit flou que la loi n'a pas encore prévu. Il faut savoir que les panneaux plug and play, comme ça, photovoltaïques, en fait, c'est assez nouveau. Bon, ça existe déjà dans certains pays. Moi, j'avais eu l'idée, suite à pas mal de lectures que j'avais fait sur la Suisse. Aujourd'hui, en France, on n'est pas les seuls, hein. Il y a plusieurs opérateurs aujourd'hui qui se sont lancés dedans et donc ils vous proposent. Hein, vous pouvez trouver ces solutions en ligne. Aujourd'hui, ces solutions de panneaux. Et voilà, j'ai essayé de fouiller un peu dedans pour voir un peu. Et voilà, aucun ne parle de déclaration effectivement à faire parce que je crois que ce flou fait que, comme c'est quelque chose, très souvent, hein, la loi, elle vient après, en fait, une fois que les choses commencent à devenir un peu plus courantes. Donc après, vous pouvez toujours poser la question à votre commune. D'accord. Mais à votre connaissance sur Rennes, puisque bon, on est un certain nombre peut-être Rennais, il n'y a pas de contrainte particulière. Pas encore réussi à en détecter, en tout cas, et d'avoir l'information qui disait non, il faut faire un déclaratif. J'avais une deuxième question. J'avais une deuxième question concernant la solidité des matériels, parce qu'on voyait tout à l'heure, par exemple, on pouvait l'utiliser en table de jardin. Bon, il ne s'agirait pas de casser quelque chose dessus. Je ne connais pas la qualité des matériaux. Même par exemple, exposé rue, par exemple, on pourrait être l'objet d'un jet de pierre, quelque chose qui puisse le détériorer. Alors, c'est sûr, donc le panneau il est composé donc de tringleries en alu hein, qui sont sur les côtés, qui font tout pour tout, dans lequel est insérée une vitre. Et à l'arrière, effectivement, on a les cellules qui sont collées sur un revêtement opaque et avec les connexions qui se font à l'intérieur. Donc, on reste sur une surface vitrée. C'est-à-dire que c'est pareil chez vous, si quelqu'un décide de lancer un caillou sur la fenêtre de votre maison qui est en façade, votre fenêtre de façade va casser. Ça peut arriver au panneau. Ça, il n'y a rien qui peut vous protéger spécialement. Ça, on est sur de la dégradation, effectivement. Je ne vois pas trop comment résoudre ce problème-là, si vraiment vous êtes soumis à ça, mais c'est comme les fenêtres de maison quelque part. Alors, le panneau peut peut-être plus attirer l'œil. Par contre, pour ce qui est de la table de jardin, c'est le prochain projet que j'ai, c'est d'essayer de faire un prototype de cette table de jardin. Pour faire une table de jardin, il faut renforcer à l'arrière par un système de double croix, donc de faire du contreventement en fait pour rigidifier la structure alu. À l'arrière et il faut recouvrir le panneau sur sa surface vitrée. Alors là, il y a deux solutions que je vais commencer à étudier. Soit c'est d'une haute surface vitrée et du verre armé, du coup. Mais il faut trouver du verre qui va diminuer le moins possible, en tout cas, la transmission des ondes lumineuses hein, pour ne pas perdre en production. L'autre solution que j'ai déjà commencé un peu à prospecter, c'est de recouvrir d'un film, hein, donc un film qu'on va coller dessus, qui est un film aujourd'hui, hein, sur certaines surfaces vitrées, on peut coller un film qui rend des fenêtres de maison armées, c'est-à-dire qu'effectivement, vous allez avoir… Donc c'est le même principe, et c'est surtout pour éviter les rayures, c'est-à-dire qu'effectivement, votre table de jardin, si vous commencez à la rayer, parce que ça peut se passer hein, sur une table de jardin, effectivement, alors des petites rayures ne vont pas avoir d'effet, mais à la longue, au bout de 25 ans, donc effectivement, il faut trouver un revêtement qu'on vient mettre au-dessus.
Donc voilà, mais ça, je vais me lancer, voilà, je vais essayer dans l'année, là, ça risque d'être à mon avis l'été, d'essayer de faire un prototype de table de jardin. Et dernière question, donc concernant les panneaux, bon, qu'on peut déplacer selon soit la saison, soit le moment de la journée. Alors, on peut mettre en fait des rallonges selon l'exposition parce qu'il y a des endroits qui sont plus ou moins abrités. Une simple rallonge permet d'être connecté sur la prise en fait. Tout à fait. Le panneau sera livré avec 10 mètres de câble. D'accord. Donc vous aurez 10 mètres, vous n'êtes pas obligé d'employer les 10 mètres, hein, parce que donc dans l'atelier, quand vous viendrez chercher votre panneau, entre autres, c'est vous qui allez faire le montage à la fois de la prise côté micro-onduleur, qui est une prise spécifique, et de la prise 16 ampères classique de l'autre côté. Vous pourrez décider de ne pas mettre les 10 mètres si vous savez que vous avez une prise proche, mais le panneau sera livré avec du câble souple extérieur, prévu pour l'extérieur de 10 mètres. Après, vous pouvez mettre la rallonge que vous voulez, du moment que c'est une rallonge qui est prévue pour l'extérieur, simplement pour que les connexions soient étanches, ou vous la mettez dans un boîtier qui rend en tout cas sa connexion étanche, simplement pour ne pas avoir des problèmes d'étanchéité sur votre... Mais vous pouvez tout à fait mettre une rallonge. Alors après, si vous mettez 150 mètres de rallonge, vous allez avoir de la perte en ligne, hein, ça c'est sûr. Donc il faut quand même rester raisonnable, mais enfin c'est rare quand on a un jardin qui fait 150 mètres. Très bien, merci. Merci Jean-Bernard. Il y avait Maryse qui avait levé la main. Oui, bonsoir. Alors, c'est pas Maryse, c'est son mari qui. D'accord. Merci pour la présentation. J'avais juste une question, c'est concernant l'entretien en fait du panneau. Alors, je n'y connais rien, mais je suppose que de temps en temps, il faut le nettoyer, il faut. Est-ce qu'il n'y a pas des risques de mousse si je le pose sur le toit, de mousse ou de choses comme ça qui peuvent se poser? Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Est-ce qu'on le pose et on l'oublie pendant 25 ans ou voilà. Est-ce qu'il y a d'entretien ou même des révisions à prévoir sur la durée des 25 ans? Alors la maintenance technique, il n'y en a pas. Donc il n'y a pas de révision, il n'y a pas de contrôle à faire. Le seul contrôle qu'il faut faire, c'est la production. C'est être sûr qu'ils produisent. Parce que si c'est certain que si votre panneau vient à lâcher du jour au lendemain et que vous ne vérifiez jamais la production, vous n'allez pas le savoir. Donc du coup, en fait, votre panneau sera toujours là, mais il ne produira plus. Donc il faut vérifier sa production de temps en temps. Ça c'est sûr. Idéalement au début c'est assez souvent pour voir comment vraiment il fonctionne et ce qu'il produit, et puis après c'est une fois de temps en temps. Donc c'est la seule maintenance en fait que vous avez à faire sur le panneau. Alors maintenant pour la question des salissures qui se mettent sur le panneau, il y a plusieurs réponses. Alors effectivement si vous le mettez en toiture, je ne sais pas si vous avez vu sur une des slides, là j'étais en train de nettoyer ma grande centrale. Moi j'ai une centrale de 3 kg. En fait j'ai un balai brosse spécifique avec une perche de 8 mètres. Donc, en étant au sol, je peux nettoyer ma centrale et c'est simplement en fait une brosse sur laquelle il y a de l'injection de l'eau. Je le fais à l'eau pure, hein, sans aucun produit, et je vais simplement nettoyer pour enlever la poussière. Et je l'ai fait pourquoi? Parce qu'on a eu le sable du Sahara là qui est venu nous salir effectivement un peu les panneaux, et puis comme il ne pleuvait pas, effectivement, cette poussière reste. Donc elle serait partie avec la pluie, hein, la pluie qu'on va avoir cette nuit ou demain, elle serait partie, mais là j'ai juste anticipé voilà, de le faire un peu avant. Si vous habitez en milieu rural, on peut avoir plus de problèmes de poussière aussi quand c'est la période, entre autres des moissons ou des labours avec les tracteurs, hein, qui peuvent à certains moments dégager pas mal de poussière. Vous allez avoir cette petite poussière qui vient s'installer dessus. Il faut savoir que certaines grandes centrales ne sont quasi jamais lavées parce qu'on ne remarque pas qu'il y a de mousse qui viennent de se développer dessus. Il y a des grandes centrales qui sont lavées au bout de 5 ans, il y en a qui sont lavées au bout de 10 ans. Donc ça dépend un peu de l'exposition, de l'endroit où vous êtes, s'il va y avoir de la mousse qui vient se développer dessus ou pas. Quand c'est un petit panneau, quand il est plus accessible, ben c'est un petit coup de raclette, hein. Vous balancez un seau d'eau dessus et puis avec une petite raclette, comme vous nettoyez une vitre en fait, hein, vous le faites. Mais il faut savoir que même si vous avez une fine couche de poussière dessus, la perte de production n'est pas énorme. Elle est existante, hein, mais elle n'est pas énorme non plus. Donc à la bonne pluie, on a l'avantage en Bretagne, c'est qu'il fait beau plusieurs fois par jour. Donc effectivement aussi, c'est qu'on a de la pluie de temps en temps et que cette pluie finalement nettoie assez bien. Donc voilà, c'est les seules indications. Ou si sur une toiture avec un balai brosse, simplement avec un balai brosse souple,
Vous pouvez nettoyer votre panneau s'il est accessible quand vous montez avec une échelle, vous le nettoyez, vous jetez un peu d'eau dessus ou avec un jet et puis vous passez. Mais une fois par an suffit amplement, hein, il n'y a pas besoin de plus. Il est sur une toiture plus difficilement accessible qu'une terrasse par exemple. D'accord, merci beaucoup. D'accord, donc il y avait Sylvain qui avait une question. Oui, bonjour, merci pour la Bonsoir. présentation aussi. Donc j'ai une question sur le côté des relevés de la prise extérieure. Je voulais savoir du coup le relevé permet bien du coup de différencier la consommation et la production du panneau photovoltaïque ou pas. Typiquement, par exemple, je débranche l'installation panneau photovoltaïque de la prise extérieure, je branche une tondeuse, donc je vais consommer pendant 1 heure. Est-ce que du coup sur le relevé de la prise extérieure connectée, j'aurais bien la différence, est-ce que j'aurai la différence ou est-ce que j'aurai ce que j'ai produit, ce que j'ai consommé? Non, vous aurez la somme. Ok, j'aurai la somme, donc j'aurai la différence du coup. Il saura pas. Non, il ne saura pas ce qui est rentré et ce qui est sorti. Ouais, il ne saura pas ce qui est rentré et ce qui est sorti. Alors pour vous montrer un peu, je ne sais pas si vous allez le voir. Là, vous voyez, en fait, à la place de mon écran, ceci, c'est une vue de mon téléphone, donc avec la vision. Ça, c'est ce qu'il a produit aujourd'hui. Donc, vous voyez, 0,27 kWh. Et en fait, vous avez en dessous, alors là, pour l'instant, il y a 0 watt qui est produit parce qu'il fait noir, hein, donc il ne produit pas. Et c'est les infos. Et en dessous, on a le stock. Enfin, là, c'est mois par mois. Et si je clique sur cet onglet mois par mois, je l'ai jour par jour. Donc, il a retenu jour par jour. Mais effectivement, si vous branchez un autre appareil sur cette prise-là, il va continuer à comptabiliser les watts, même s'il passe dans l'autre sens. Ça marche. Autre question qui fait suite aussi à votre présentation de solutions domotiques, qui m'intéresse aussi à titre personnel. Voilà. Je voulais savoir, du coup, c'est la prise extérieure connectée qui balance entre guillemets ça sur votre domotique, ou c'est l'onduleur, ou c'est un autre équipement que vous avez rajouté? Non, c'est un autre équipement que vous pouvez monter, c'est une prise ampérométrique. Vous montez une prise ampérométrique en fait qui va vous permettre de connaître la production et qu'avec cette sonde-là, vous l'envoyez sur Domotix. Ok, ça marche. Très bien. Et sinon, je me permettais juste de rebondir par rapport au projet de table photovoltaïque, puisque moi, c'est ça qui m'anime aussi, notamment depuis l'année dernière. Voilà. Donc, je suis ravi que... Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Une fois qu'on a compris le principe qu'un panneau, en fait, pouvait produire aussi à l'intérieur, après, on peut même avec des plus petits panneaux. Hein, il existe des plus petits panneaux avec des productions moindres. Voilà, parce que par rapport à la question tout à l'heure, est-ce qu'on peut mettre 2 panneaux? Si par exemple, vous avez relevé après 1 an de fonctionnement qu'en fait, vous avez un talon qui est situé à 400 watts. Ou à 500 watts, à 450 watts, on va dire à 450 watts. Donc, si vous équipez de 2 panneaux, vous allez à certains moments produire trop, et c'est difficile de savoir exactement combien vous allez produire en trop. Donc, il est peut-être plus intelligent à ce moment-là de garder le panneau de 375 que vous avez et de vous équiper d'un 2e panneau en autoproduction comme ça, mais qui serait un panneau de 120 watts crête. Il existe des panneaux plus petits de 120 watts crête. Vous trouvez beaucoup de puissances différentes sur les panneaux. Donc, il faut vraiment adapter votre appareil de production à la consommation et à votre talon de production, à votre talon de consommation, pardon. Oui, c'est ça, je suis totalement d'accord. C'est ce notamment qu'on fait. Ceux qui ont des ballons de chaude, des ballons de chaude électriques, c'est juste, si on corrèle la production photovoltaïque à un ballon de chaude électrique. Exactement. Et si vous avez un ballon d'eau chaude électrique et qu'il est réglé sur des consignes de fonctionnement, c'est de faire en sorte aussi que la consigne fonctionne aussi au moment où il y a le plus de production du panneau. Merci pour toutes ces réponses. Compris. Et enfin, une dernière solution pour ceux qui ont envie de jouer aussi, un panneau comme ça, en fait, il existe des ballons d'eau chaude avec une résistance qu'on appelle une résistance de décharge. En fait, vous avez 2 résistances dedans. Vous avez une résistance classique qui est branchée sur le 220 classique et vous avez ce qu'on appelle une résistance de décharge. J'ai un ballon comme ça chez moi. Vous pouvez brancher la production de votre panneau solaire photovoltaïque sur cette résistance de décharge. Et c'est-à-dire qu'en fait, dès qu'il va produire, les calories, il va produire, donc il va aller sur la résistance de décharge qui va produire des calories. Vous faites un hydrostockage d'eau chaude, en fait. Et c'est de l'eau chaude qui ne devra pas être chauffée par l'électricité que vous allez tirer sur le réseau.
Ça, c'est aussi une possibilité. C'est une façon de stocker l'électricité sous forme d'eau chaude, parce que l'eau chaude, on en a toujours besoin, soit pour le chauffage, si on a un système de chauffage à eau chaude, soit pour l'eau chaude sanitaire, parce que l'eau chaude sanitaire, été comme hiver, on en utilise. Donc ça voudrait dire qu'on peut brancher directement le panneau sur le ballon? Sur la résistance de décharge, c'est des résistances qui fonctionnent en 230 volts. Ouais. D'accord. Parce que tout à l'heure, vous disiez à un moment donné que l'onduleur ait besoin de... Alors, pour le ballon, ouais, c'est très clair. Par contre, à un moment donné, vous disiez qu'il était nécessaire de vérifier de temps en temps que le panneau fonctionne toujours, enfin, qu'il produit toujours. Et du coup, je me demandais, on ne peut pas brancher directement un équipement directement derrière le panneau. Il faut que le panneau produise soit branché sur le circuit pour qu'il se synchronise sur les 50 Hz, là, c'est ça? Non, parce qu'il va être en fait, oui, c'est parce qu'il y a une pièce électronique entre les deux qui s'appelle un délesteur. Il va vous permettre, en fait, c'est lui qui va vous permettre de sauter, en fait, cette protection du micro-ondulateur. D'accord, donc c'est-à-dire qu'on pourrait envisager éventuellement de brancher un petit équipement directement sur le... En fait, en gros, le délesteur, ce qu'il va faire, c'est que si vous branchez le délesteur à la fois sur votre réseau interne de l'habitation et sur votre ballon d'eau chaude, il va détecter quand il y a des consommations dans votre maison, il va d'abord envoyer l'électricité dans la maison en direct, parce que c'est là qu'il y a le meilleur rendement et qu'il y a le moins de pertes. Et quand il n'y a pas suffisamment de consommation, la puissance qui n'est pas consommée par la maison, il va la délester, c'est pour ça qu'on appelle ça un délesteur, sur la résistance de décharge. Il y a des solutions aujourd'hui de petits éoliens individuels qui sont vendus comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des solutions qui ont été vendues avec beaucoup d'arnaques, malheureusement, parce que c'était, beaucoup d'entreprises qui vendaient des réductions fiscales. Mais c'est des systèmes qui fonctionnent. Hein. C'est des systèmes d'éoliennes. Vous avez l'éolienne, avec le panneau, c'est pareil. Elle produit dans la maison quand la maison en a besoin. Et quand la maison n'en utilise pas et que l'éolienne ou que le panneau continue à produire, c'est délesté sur une résistance de décharge. Si ça vous intéresse, si ce domaine-là vous intéresse, je peux vous envoyer un peu plus d'infos et sur des systèmes existants. Il y a des systèmes aujourd'hui tout faits que vous pouvez implémenter chez vous. Ça, je peux vous envoyer des infos. Il y a beaucoup d'infos qu'on peut trouver sur la façon en fait d'utiliser, de stocker l'énergie qui est produite. Quand on commence à chercher un peu, tout à l'heure la personne qui parlait, je ne sais pas si c'était vous, sur les trackers par exemple, comment réaliser un tracker. Il y a pas mal de personnes aujourd'hui sur Internet, vous pouvez trouver pas mal d'informations. Il y a des personnes dans des vidéos qui vous expliquent aussi comment eux ils ont fait. Ça peut donner des idées, quoi. Et je me demandais, du coup, il faut un ballon spécifique ou la plupart des ballons ont ce genre? Non, il faut un ballon avec une résistance de décharge. D'accord, ok. Donc tous n'en ont pas. Okay. Non, tous n'en ont pas. Non. Merci. Alors, il y a Fred qui veut poser une question. Et c'était moi. J'avais oublié de baisser la main. Désolé. D'accord. Ah. Ok. Donc, a priori, il n'y a plus d'autres questions. Éventuellement, une dernière, juste pour le fournisseur lui-même, c'est AC Énergie ou c'est un autre fournisseur? Non, c'est AC Énergie. D'accord. Donc, c'est lui qui fabrique ces panneaux, qui assemble ces panneaux, en fait, qui en a fait la conception et puis qui les assemble. Et alors, son siège social est dans le 34. Je ne connais plus la commune. Et en fait, il a 2 antennes, dont une à Nantes. Et nous, on est en connexion avec le siège de Nantes. Et c'est là que sont stockés les panneaux pour tout l'Ouest. Ok. Et je vous demandais, tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait plusieurs tailles de panneaux. Je me demandais, est-ce qu'il y avait plusieurs formes ou c'était vraiment toujours que du carré? Alors, c'est du rectangle, là. Enfin, du rectangle. On est sur un 70 sur 1. Ça, c'est la dimension standard d'un panneau classique. Aujourd'hui, il existe des panneaux carrés. Par exemple, il existe des 70-70 et qui vont produire. Alors, je sais que les 70-70, on les a regardés dernièrement pour un autre projet. Ils sont à 70 watts, je crois. 70 watts crête, le panneau. Après, vous avez des plus petits et des intermédiaires. Et ça, vous pouvez, parce qu'entre autres, sur les bateaux sont équipés de panneaux solaires photovoltaïques ou les camping-cars. Et eux, ils n'ont pas, en général, ces grands panneaux-là.
Parce qu'en général, ils ont des panneaux soit de plus étroits, soit de carrés, soit de plus petits. Donc on trouve assez bien de modèles différents en fonction vraiment de la puissance que vous avez besoin et de l'espace disponible. Sinon, il y a la solution en panneau plug and play qui est la solution de BIM, B2EM, qui est une solution avec 4 panneaux carrés, comme je vous parlais tout à l'heure, qui est une solution de 300 watts, je crois, les 4 panneaux, et qui sont 4 panneaux carrés de 70-70. Voilà, c'est une autre solution qui existe aussi aujourd'hui. La différence entre toutes les solutions qui sont proposées en ligne et la solution qu'on vous propose, nous, aujourd'hui, c'est que comme nous, on est en associatif, nous, la solution, elle est proposée 390 € plus les 10 € d'adhésion à l'association, alors que les solutions en ligne, elles sont aujourd'hui entre 700 et 800 €. Pour à peu près l'équivalent, parce que nous, on le fait vraiment à prix coûtant, quoi. Okay. Merci beaucoup pour la réponse. Donc, il n'y a pas d'autres questions. Moi, je propose d'en rester là. Alors, merci à Michel et merci à tout le monde d'avoir participé et d'avoir posé des questions. Merci à vous deux. Merci beaucoup, Michel. Merci à tous. Merci, une belle soirée à tout le monde. Oui, merci. Merci pour cette organisation. À bientôt. Merci, à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. À bientôt, au revoir. Au revoir.